Guten Abend. Wir sind hier für ein Rendezvous zu gehen, für den Kommentar vom Mond zu machen. Wir machen hauptsächlich dabei an, aber ich kommentiere zusammen mit Nathalie Griesbeck politische Aktualität. Nathalie Griesbeck als Deputierten am Europaparlament los schon an der zweiten Legislatur, nee, an der dritten Legislatur. Und sie gehört dem Modem und das ist eine Partei in Frankreich, die sich an der Allianz von europäischen Liberalen und Demokraten rümpft. Sie ist Member von der Kommission des Libertés Publiques, unter anderem hat ganz breit Wissen und ist auch froh für den Abend können wir das politische Aktualität zu kommentieren. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous avez une expérience de quelques années sur le dos. C'est votre troisième mandat au Parlement européen. Ceux qui vous connaissent disent que Nathalie Griesbeck, c'est une optimiste. Est-ce que l'optimisme est encore de mise par les temps qui courent? L'optimisme est parfois un peu nuageux, je vais dire, par les temps qui courent. La situation est tellement tendue sur un certain nombre de dossiers que, disons que je suis réaliste et que je pense que seule l'Europe et une Europe intégrée, une Europe effective peut nous sortir des difficultés. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Ce qui me préoccupe le plus, ça va vous paraître étonnant, mais ce que je regrette le plus, c'est l'hypocrisie des États. C'est-à-dire que je pense que le plus, oui, l'hypocrisie, c'est-à-dire les États qui disent blanc dans les réunions à Bruxelles et puis qui font noir dans leur pays. Si les choses étaient plus transparentes, plus claires et plus concrètes, nous aurions derrière nous sans doute déjà un certain nombre des difficultés qui seraient résolues. Je pense par exemple donc à des dossiers lourds comme le problème des réfugiés. Nous ne serions pas dans la situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons si nous avions pris chaque État membre notre part de responsabilité, de solidarité. Nous n'aurions pas cette situation. Mais ils n'ont pas tous été nuls. Non, ils n'ont pas tous. Moi, j'ai une admiration. Peut-être que Charles, vous ne la partagez pas totalement, mais j'ai une admiration, voire une grande estime pour Angela Merkel, dont j'estime qu'elle est vraiment porteuse d'une ambition et d'une volonté de construction européenne sur des valeurs auxquelles nous avons tous souscrit, mais que nous tordons parfois les uns ou les autres. Ni vous ni moi, Charles ou moi, nous sommes bien campés dans nos valeurs, mais nous ne sommes pas seuls à bord. Il faut que les autres jouent la même partition. Vous voulez dire par là que si tout le monde avait agi comme Mme Merkel, les charges en rapport avec l'accueil des réfugiés seraient supportables pour l'Allemagne et aussi pour le reste de l'Europe, pour tous les pays sans exception. Est-ce à dire qu'on aurait pu faire l'économie du sommet UE-Turquie de cette semaine, du début de cette semaine, un accord qui est encore loin d'être finalisé parce qu'on va encore devoir se retrouver à Bruxelles pour en discuter et qui néanmoins soulève quand même des questions de principe. C'est un euphémisme. On voit que vous avez un langage diplomatique qui sied à la situation. Pour ma part, personnellement et politiquement, je trouve que cet accord UE-Turquie du début de la semaine est non seulement concernant, mais même dangereux. Je pense que notre Europe doit au minimum être capable d'exercer elle-même le contrôle de ses frontières externes et que s'il est très très important de discuter avec la Turquie, bien sûr, qui est un partenaire stratégique, un partenaire économique, un voisin, si c'est absolument indispensable, il est en même temps époustouflant et impensable d'imaginer de déléguer à la Turquie le contrôle de nos frontières externes. Si on s'orientait vers cela, je pense qu'on pourrait se faire du mouron, comme on dit, dans mon village natal, pour la survie de l'Europe.
nous devons créer un corps de garde-côtes, nous devons batailler pour que dans la négociation et la discussion avec les Turcs, il y ait la fermeté la plus implacable par rapport aux sanctions et aux poursuites à mener par rapport aux passeurs qui ont créé une économie sordide et extrêmement lucrative. Nous devons travailler, ça c'est peut-être un petit peu technique, mais c'est extrêmement important, travailler à réaliser des accords de réadmission, c'est-à-dire que ceux qui se trouvent en situation irrégulière sur le sol européen et qui ne répondent pas aux critères du réfugié, doivent pouvoir être renvoyés dans leur pays. Mais pour cela, il ne suffit pas de le dire ici et d'en discuter, encore faut-il qu'il y ait des accords de réadmission, c'est-à-dire de renvoi des ressortissants dans leur pays d'origine. Et donc ces éléments doivent absolument être mis en perspective pour éviter d'imaginer que M. Erdogan nous tienne un petit peu comme vous savez les marionnettes, le marionnettiste fait bouger ses marionnettes. Et je n'ai pas parlé des aspects budgétaires qui évidemment sont aussi dans l'épure. Très bien, les choses étant ce qu'elles sont. Est-ce que c'est votre avis ce que je viens de dire? Oui, néanmoins, je me dis les choses étant ce qu'elles sont, cet accord est sur les rails, n'est pas encore tout à fait finalisé, donc on va encore devoir attendre les détails qui seront communiqués à l'opinion publique et au Parlement européen, bien évidemment, d'ici la fin du mois, je crois. Si on n'arrive pas à négocier un autre accord, est-ce qu'on pourrait se déclarer d'accord avec ce qui existe maintenant, à condition de demander au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de faire l'arbitre et de dire voilà, cet accord est conforme ou non conforme aux règles qui sont de vigueur au Haut Commissariat sur les réfugiés à Genève. Est-ce que ça pourrait, venir je ne dirais pas jusqu'à dire soulager notre conscience, mais est-ce que ce serait une voie praticable et plutôt acceptable? Moi, je pense à chaud comme ça que la volonté d'intégrer l'UNHCR, enfin donc le Haut Comité pour les réfugiés, est une excellente idée parce qu'ils ont un savoir-faire, ils ont la distance, ils ont la neutralité et si donc ils ont cette position, ils auront la puissance. Mais encore une fois, moi je souhaite qu'on mette un cordon vraiment clair entre les responsabilités des uns et des autres et qu'on ne confie pas à la Turquie la responsabilité du contrôle de nos frontières externes. Après, dans la négociation et dans les modalités de cet accord, on peut discuter de tout sauf de cela parce que pour moi, il y va de la survie de ce qu'est l'Europe. Si j'interprète ces derniers propos, est-ce que je pourrais conclure que pour la Turquie, à propos de son adhésion à l'Europe, les jeux sont loin d'être faits et qu'il n'est pas question de lâcher sur quoi que ce soit à propos des critères de Copenhague qui mettent en avant le respect des principes de l'état de droit, le respect des minorités, la compatibilité des lois turques avec celles en vigueur au niveau des 28. Est-ce à dire que ceci, de toute façon, ne fait pas avancer le dossier? C'est une petite musique d'accompagnement dans le cadre d'un processus qui porte avant tout sur les réfugiés, mais l'idée de l'arrière-pensée d'Erdogan, bien entendu, c'est de rouler l'Europe dans la farine. C'est dans le tableau, c'est dans la toile, c'est un élément de la toile de fond, l'accélération de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Moi, je vais vous répondre donc à cette question qui est une question stratégique et qui est sur la table. Je vais vous répondre en européenne. Je pense que pour les Européens, aujourd'hui, à 1,5 milliard de citoyens, nous sommes 500 millions, nous sommes 28 États membres,
nous sommes donc à une période où il convient pour nous d'approfondir et de resserrer les rangs de cette grande famille avant d'imaginer de l'élargir et de changer de véhicule. Donc je trouve que l'heure n'est absolument pas à augmenter le nombre d'États membres, mais que l'heure pour les Européens est à approfondir les liens, à lutter contre le dumping social et fiscal, à harmoniser nos législations, à nous consolider. Ça ne signifie pas que la porte est définitivement fermée, mais que ça n'est pas l'heure. Donc on peut dire que nous sommes tous les deux d'accord qu'il y a lieu de ne procéder à aucun élargissement avant tout approfondissement de l'Union européenne pour ce qui est de son fonctionnement, pour ce qui est de son pouvoir de sanction, de ceux des États qui sont défaillants au niveau du respect des principes. Donc approfondissons le fonctionnement de cette Union européenne avant d'aborder l'élargissement. Donc ça veut dire aussi en clair, les pays qui sont en instance de négociation vont devoir se patienter un peu. On pourrait s'imaginer un rapprochement aussi intense que possible. Il pourrait avoir tout, sauf les institutions. Des partenariats, franchement des coopérations. On coopère beaucoup par exemple avec la Suisse, de laquelle nous sommes très très proches et elle n'est pas pour autant dans l'Union. On travaille avec la Norvège, on fait beaucoup de choses et je vais même aller un petit peu plus loin si vous me le permettez, cher Charles. Je pense que avec la situation, on n'a pas évoqué le Brexit et le référendum au Royaume-Uni d'ici quelques semaines. Je pense que finalement, comme disait ma grand-mère, en toute chose, malheur est bon. C'est-à-dire on est dans une situation, je disais tout à l'heure, de montagne russe, de turbulence, d'instabilité et de difficultés en Europe et d'instabilité dans le monde. La géographie des populations en ce moment est comme en ébullition dans beaucoup d'endroits du monde. Eh bien, profitons de cette tectonique dans l'espace européen pour justement aller dans le sens que vous évoquiez et imaginer une Europe des cercles. J'aime pas une Europe à plusieurs vitesses, une Europe des cercles. Le cercle, imaginons, des pays de la zone euro. Et un deuxième cercle qui sont des États membres de l'Union européenne et qui ne sont pas dans la zone euro, avec comme une espèce de moteur, et moi j'appellerais de mes voeux... qui ont vocation à le devenir. Voilà, et je pense que ça nous redonnerait de l'élan, et c'est peut-être cet optimisme donc de situation qui nous permettrait de reprendre pied et d'ouvrir une nouvelle page de notre Europe. Je crois qu'on va laisser le dernier mot à votre grand-mère, à quelque chose malheur est bon. Zo dat verder, dus zouden Nathalie Griesbeck vielmals merci voor den interview vanmorgen, wo wir konnten die Aktualität kommentieren. Zeit ist lange Durchgang, ich meine, wir müssen eine Fortsetzung an denken. Erst alle guten Abend und merci für Ihre Fidelität.